Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Euh, on m'appelle Théo Gracias Undolo. Je suis le coordonnateur régional du programme de renforcement des capacités en évaluation d'impact, qui est le programme WASI dans la zone de l'UEMOA. Et je co-présente ce webinaire avec ma collègue qui va se présenter. Je suis Dr Diossou Nadège, je suis la coordonnatrice nationale du projet Twende Mbele au Bénin. Voilà, donc nous allons aujourd'hui, Nadège et moi, partager un peu notre expérience en ce qui concerne les systèmes nationaux d'évaluation dans les pays de l'UEMOA ainsi que l'évaluation d'impact. Et pour conduire les échanges, nous avons prévu comme plan au point 1, nous aurons, voilà. Donc, on va commencer avec la présentation de 3 IE et du programme WASI. Ensuite, nous allons vous présenter les résultats préliminaires de la revue de littérature et de l'étude exploratoire sur l'évaluation d'impact dans l'espace de l'UEMOA. Après ça, nous allons parler un peu de l'évaluation d'impact des systèmes nationaux d'évaluation dans les pays de l'UEMOA, ce qu'on observe de la perspective du programme WASI. Et par la suite, ma collègue Nadège va vous présenter le programme Twende Mbele, les systèmes nationaux d'évaluation dans l'UEMOA, et ce qui est observé de la perspective de Twende Mbele. Avant que nous n'ouvrons la discussion, aussi bien à nos participants qui sont en ligne qu'à nos participants qui sont ici dans cette salle, où nous allons faire un tour de questions et réponses. Après cela, nous allons procéder à un deuxième tour de questions et réponses avant de clore ces échanges-ci. Alors, pour commencer, il faut indiquer que le programme WASI est un programme qui est porté par le gouvernement du Bénin et 3IE. Et 3IE est l'initiative internationale pour l'évaluation d'impact. Il s'agit d'une ONG internationale qui est composée de membres et qui fait la promotion de politiques et de programmes de développement fondés sur des données probantes, qui s'appuient sur les évaluations d'impact, les revues systématiques, les synthèses rapides, la cartographie des évidences, etc. 3IE finance, produit et assure la qualité et également synthétise des preuves rigoureuses de l'effectivité, de l'efficacité du développement. En tant que tel, nous soutenons plutôt les évaluations et les revues qui examinent ce qui marche, ce qui fonctionne donc, pour qui est-ce que ça fonctionne, pourquoi, comment est-ce que ça fonctionne et à quel coût, notamment dans les pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires. Le programme WASI est, en ce qui le concerne, un programme qui est né d'un partenariat entre 3IE et le gouvernement du Bénin. Et il s'agit d'un programme qui touche les 8 pays de l'UEMOA, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ce programme a pour objectif de renforcer les capacités de nos pays pour produire et utiliser des évaluations d'impact rigoureuses, établir un mécanisme de financement régional des évaluations d'impact et promouvoir et augmenter le nombre d'évaluations d'impact dans les systèmes nationaux d'évaluation. En tant que tel, le programme WASI reçoit l'appui financier de la BOAD, de la Commission de l'UEMOA et de la Fondation Hewlett. Le programme, à sa création, est tel que 3IE en assure la supervision et l'appui technique. Ensemble avec le gouvernement du Bénin, 3IE assure la communication avec les parties prenantes et la mobilisation de financement. Il s'agit donc d'un programme dont la mise en œuvre se fait essentiellement par le gouvernement du Bénin et
3 yeux. Dans la conduite de ces activités, le programme a un secrétariat basé à Cotonou, au Bénin, et qui est en fait logé sous le bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale. Le programme reçoit l'appui d'un comité d'orientation qui est mis en place pour veiller à ce que 3 yeux et le secrétariat de Voici s'appuient sur les conseils avisés d'experts du développement dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément dans l'espace de l'UEMOA. Et la troisième composante qui participe à la mise en œuvre du programme, c'est l'ensemble constitué par les points focaux qui ont été installés dans chacun des 8 pays de l'UEMOA afin d'aider à renforcer les capacités, mais également à travailler directement avec les gouvernements au niveau national. Le programme a conduit 2 études actuellement. Une étude basée sur l'analyse de la bibliographie, des références, et une deuxième étude qui est une étude exploratoire qui a consisté à aller auprès des acteurs dans les pays, collecter des données, mieux comprendre un peu comment est-ce que les évaluations d'impact sont conduites et également l'action fonctionne. Je vais donc vous présenter ici les résultats préliminaires de la revue de littérature de l'étude exploratoire sur l'évaluation d'impact dans l'UEMOA. Il faut dire que cette étude a été conduite pour procéder à un examen approfondi de toute la littérature de l'évaluation d'impact dans les pays de l'UEMOA. Produit également une cartographie des acteurs de l'évaluation, y compris les institutions du secteur public et les agences internationales multilatérales et bilatérales qui initient, réalisent et ou utilisent des évaluations rigoureuses. Aussi, l'étude s'est donnée pour but d'évaluer l'offre et la demande des pays de l'UEMOA en matière d'évaluation rigoureuse et enfin, évaluer la capacité des parties prenantes des pays de l'UEMOA à mener, analyser et assurer la réalisation des évaluations d'impact et de synthèse des évidences. Les résultats auxquels l'on est parvenu portent d'une part sur la cartographie des évaluations d'impact dans les pays de l'UEMOA. Il ressort dans un premier temps que sur la base des 22 710 études qui ont été explorées, analysées, 145 ont pu passer la qualification en tant qu'évaluation d'impact rigoureuse aux normes et standards internationaux. Et en analysant la dynamique associée d'une part à ces études et d'autre part à l'implication d'au moins un auteur africain, il ressort que jusqu'en 2008, dans nos pays de l'UEMOA, à peine 2 études étaient menées au maximum par an, 2 études d'évaluation d'impact répondant aux exigences techniques. Mais depuis 2008, il y a une tendance à la hausse qui s'observe du moment où, entre 2008 et 2018, soit quelques 10 ans passés, nous remarquons que nous avons dans l'ordre d'une vingtaine d'études d'évaluation d'impact rigoureuses menées dans l'espace. Il faut nous indiquer que ici, en 2018, l'étude se faisait autour du mois de juillet-août où nous n'avons pas encore une bonne idée de tout ce qui existe en cette année 2018. Mais la tendance à la hausse est sans équivoque.
Et en rouge ici, on observe également que l'implication des auteurs africains devient également quelque chose de remarquable. Ces tendances observées en 2008 et 2018 traduisent probablement des transformations structurelles qui commencent par s'opérer dans la sous-région. En termes de résultats, il faut également indiquer que l'on s'est intéressé à voir comment se présente la distribution des publications d'évaluation d'impact par pays dans l'espace de l'UEMOA. Et les résultats se présentent ainsi qu'il suit. Le Burkina, de la base de données ou des bases que nous avons explorées, passe pour être le pays dans lequel nous avons un grand nombre d'évaluations d'impact rigoureuses qui ont été conduites dans cette période-là. Suivi du Sénégal où l'on a décompté 26, ensuite le Mali 24, le Niger 21, le Bénin 14, la Côte d'Ivoire 12, le Togo 4, idem que la Guinée-Bissau. Il faut quand même indiquer que ces nombres que nous avons ici ne sont pas nécessairement, ce pas des nombres à prendre de façon absolue parce que nous n'avons pas la dernière visibilité sur l'année 2018 et il pourrait exister encore dans la littérature grise des travaux que nous n'avons pas pu retrouver. Néanmoins, la tendance qui s'observe ici est claire, c'est qu'il y a des pays qui ont beaucoup d'études d'évaluation d'impact qui sont menées, tandis que dans d'autres pays de l'espace de l'UEMOA, nous avons très peu d'études d'évaluation d'impact qui sont menées. La recommandation qui ressort de ces premiers résultats, qu'il faut un partage d'expériences entre pays afin de permettre d'instaurer une nouvelle dynamique dans notre région. Toujours parlant des résultats, nous avons essayé de regarder la distribution des études d'évaluation d'impact par secteur dans les pays de l'UEMOA. Et comme vous allez l'observer, ici, nous avons par exemple le secteur des infrastructures où seulement 2% des études y sont menées. Le secteur de la santé, 18%, et c'est ce secteur qui capte le plus grand nombre d'études, suivi du secteur de l'économie et des finances. En matière de communication, 12% des études qui ont été répertoriées y sont menées, l'éducation 11%, ainsi de suite. On remarque donc que des secteurs clés du développement, tels que le secteur de la gouvernance, de la corruption et des conflits, le secteur de l'eau et de l'assainissement, le secteur de la nutrition, ne font pas suffisamment objet d'études d'évaluation d'impact dans notre espace. De ce résultat préliminaire, nous recommandons d'inciter les différentes parties prenantes à faire plus d'études d'évaluation d'impact et de revues systématiques dans les secteurs en cause. L'autre résultat que nous avons souhaité partager avec vous aujourd'hui, c'est la répartition des sources de financement des évaluations d'impact dans les pays de l'UEMOA. Remarquez avec moi que 25% plus quelques 19% ici et 18% du financement des évaluations d'impact dans notre espace, si l'on somme ces trois, on est autour de 60%. 60% des financements pour les évaluations d'impact dans notre espace proviennent de la coopération bilatérale, proviennent des fondations internationales et proviennent de la coopération multilatérale. Cela nous indique très clairement que les études d'évaluation d'impact dans l'espace UEMOA
sont beaucoup plus conduites ou soutenues, financées par des acteurs qui ne sont pas directement opérationnels dans l'espace UEMOA. Et s'intéresser un peu aux acteurs qui sont directement opérationnels, notamment les chercheurs, les fonds de recherche, les instituts de recherche et les, les gouvernements, nos gouvernements, on remarque que nos gouvernements participeraient à financer les évaluations d'impact, soit à travers les instituts de recherche, les données ne nous permettent pas d'éclater, ou peut-être à travers des fonds de recherche. Et cela indique clairement que les gouvernements apportent un financement direct qui est faible aux études d'évaluation d'impact et aux revues systématiques. La recommandation que nous faisons est que les ministères sectoriels devraient initier davantage d'études d'évaluation d'impact et de revues systématiques dans le cadre de leurs projets. L'autre point de résultat que nous avons souhaité partager avec vous est de regarder un peu la répartition des évaluations d'impact telles que conduites par type d'institution. Ici, 64% des études sont conduites par les instituts de recherche. La Banque mondiale en conduit ou en a conduit 27%. Les deux mises ensemble font déjà dans l'ordre de l'ONG international participe à conduire quelques 9%. L'on se demande alors où se trouvent un peu les études d'évaluation d'impact conduites par nos gouvernements. Et ces résultats masquent un peu peut-être la réalité que les gouvernements conduisent ces études à travers la Banque mondiale. Les gouvernements conduisent ces études à travers les institutions de recherche ou encore à travers des ONG internationales. Mais la conduite d'évaluation d'impact de façon directe par des ministères, par des agences de gouvernement n'apparaît pas dans les résultats de 1990 à 2018. Dans ces conditions, nous recommandons que les résultats, ou nous indiquons que les résultats suggèrent un renforcement des capacités des acteurs africains à publier leurs travaux de recherche. Et le dernier pan des résultats que nous partageons, c'est la répartition des études en fonction de la méthodologie utilisée. De ce point de vue, la littérature, la recherche classe un peu les études d'évaluation d'impact en évaluation expérimentale, de type expérimental, en évaluation de type quasi-expérimental, et nous avons également les revues systématiques qui constituent une autre catégorie. Et l'analyse des résultats nous indique que 53% des études qui sont prises en compte dans ce rapport, ces 53% sont des études d'évaluation d'impact expérimentale. Tandis que 37% sont des quasi-expérimentales et 10% de revues systématiques sont des revues systématiques prises en compte dans le travail. Cela est relativement rassurant de constater que plus de la moitié des études sont des études d'évaluation d'impact rigoureuses. Ce que nous recommandons toutefois, c'est d'encourager de renforcer les efforts de conception des évaluations d'impact pour la production de données probantes de qualité et la promotion de la prise en compte des résultats de ces recherches dans la formulation des politiques publiques. De tout ce qui précède, remarquez avec nous que les évaluations d'impact, en fait, sont conduites dans des systèmes, sont conduites dans des environnements portés par d'impact et les systèmes nationaux d'évaluation s'intègrent. Et de la perspective du programme WASSI et des résultats de recherche auxquels nous avons abouti, dans un premier temps, nous remarquons que dans tous les pays, la capacité d'évaluation d'impact est relativement faible
et qu'il s'agisse donc de la mise en place, de la réalisation ou encore de l'utilisation de données. Presque à tous les maillons, nous avons des défis majeurs. Près de la moitié, par exemple, des acteurs n'ont ni parrainé ni mis en œuvre une évaluation d'impact au cours des 10 dernières années, particulièrement au Bénin, en Guinée-Bissau, au Togo. Nous nous rabattons généralement sur les expertises extérieures pour conduire nos études. Et très peu d'évaluations d'impact ont été menées dans des secteurs critiques, tels que l'environnement, le changement climatique, la nutrition, l'hygiène et l'assainissement, la gouvernance et l'emploi. Ces résultats nous interpellent. Alors que au Niger, au Burkina Faso et par exemple, on remarque que beaucoup d'études d'évaluation sont conduites. Les pays eux-mêmes, les gouvernements, les systèmes nationaux ne portent pas ou ne conduisent pas ces évaluations d'impact. Dans ces conditions, il faut indiquer ici, par exemple, le nombre d'études financées par institution. Et nous remarquons que les gouvernements, de façon directe, ne financent pas les évaluations d'impact pour une raison ou l'autre, soit le coût, soit les compétences techniques, soit les expertises, soit les motivations. Nous sommes toujours en train d'analyser les résultats pour mieux comprendre qu'est-ce qui justifie cela. Et les premières suggestions qui ressortent de nos analyses sont que les systèmes nationaux d'évaluation ne sont pas suffisamment bien ancrés, bien en place pour inciter à l'initiation d'évaluation d'impact ou encore à l'utilisation de résultats d'évaluation d'impact. Au regard de tout cela, les travaux du programme WASSI nous permettent de regarder un peu l'évaluation d'impact et les systèmes d'évaluation d'impact dans les pays de l'UEMOA en parallèle. Et il nous paraît évident que le financement des évaluations d'impact provient principalement de l'extérieur de la région. Les gouvernements de l'UEMOA ne participent pas aux évaluations d'impact en termes de financement. Et dans ces conditions, il y a lieu de renforcer les systèmes nationaux d'évaluation pour une prise en charge des évaluations d'impact en termes de financement, d'appropriation et d'utilisation des résultats, ainsi que les recommandations qui seraient issues de cette étude. Ce sont là donc les éléments de résultats et d'analyse auxquels le programme WASSI est en train d'aboutir. Et nous avons également le programme Twende Mbele qui fait des efforts similaires. Et je vais inviter ma collègue Nadège à bien vouloir nous présenter un peu la contribution de Twende Mbele. Ok. Donc, merci. Je vais essayer de présenter le programme Twende Mbele et ce que Twende Mbele fait au Bénin. Donc, Twende Mbele, c'est un groupe de mots, je dirais, c'est une expression swahili qui veut dire « marchons ensemble ». C'est un programme qui est un partenariat pour un partage d'expériences entre pays africains en matière de suivi, évaluation. Donc, Twende Mbele a pour objectif d'améliorer surtout la performance et la reddition des comptes des gouvernements. Actuellement, Twende Mbele travaille avec trois pays africains, dont l'Afrique du Sud, le Bénin et l'Ouganda. Et aussi, Twende Mbele est engagée avec 2 institutions partenaires que sont Clear Afrique francophone et la Banque africaine de développement. Donc, les objectifs de Twende Mbele, c'est d'abord d'accroître la demande d'utilisation du suivi et évaluation. En quoi faisant? D'abord en identifiant des soutiens politiques et techniques en matière de suivi et évaluation,
fait un plaidoyer auprès des hauts fonctionnaires de l'État sur l'importance des produits de suivi et évaluation. Ensuite, toujours pour accroître la demande d'utilisation du suivi et évaluation, il faut, et Twende Mbele vise à faire la sensibilisation et la formation de l'administration publique. Ensuite, renforcer l'implication des organisations de la société civile. Ensuite, partager en fait, c'est un autre, je dirais, pan du programme Twende Mbele, c'est le partage d'expériences en matière de suivi et évaluation. Donc, partage d'expériences avec les pays, entre les pays, à travers les bulletins d'information, les sites Internet, des séminaires de formation et des conférences. Aussi, adaptation des ressources et des publications clés aux contextes locaux. Donc, si un pays fait une publication, d'autres pays peuvent essayer d'adapter les résultats à leurs contextes locaux. Ensuite, Twende Mbele vise à le développement des capacités d'apprentissage autour du système du suivi et évaluation. Donc, dans ce pan, il vise à améliorer l'offre et la qualité des évaluateurs dans les différents pays partenaires et la collaboration avec les associations de suivi et évaluation pour renforcer et améliorer leurs capacités. Donc, ensuite, la revue par les pairs des évaluations nationales dans chaque pays et l'organisation des voyages d'études et ateliers, des conférences, toujours pour renforcer la capacité des acteurs dans le secteur. Ensuite, Twende Mbele envisage de développer des outils collaboratifs en suivi et évaluation, donc le développement et adaptation des outils collaboratifs en suivi et évaluation pour chaque pays, élaborer des programmes de formation communs en matière d'évaluation pour les pays membres. La promotion de la sensibilité des systèmes nationaux d'évaluation à la thématique du genre et l'appropriation par les citoyens des mécanismes de suivi et évaluation. Donc, Twende Mbele au Bénin est engagé avec le Bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale, qui est, le bureau est au secrétariat général de la présidence. Donc, jusqu'à présent, depuis que Twende Mbele est au Bénin, je vais vous présenter les programmes qu'il a déjà exécutés. Donc, nous avons d'abord le MPAT, qui est un outil d'évaluation de la performance de gestion. Donc, c'est d'abord conçu, c'est un outil qui est conçu d'abord en Afrique du Sud et que le Bénin a essayé d'adapter à son contexte. L'idée de base du MPAT est que la qualité de gestion a une influence considérable sur la qualité des services publics. Donc, le MPAT vise ainsi à évaluer la qualité des pratiques de gestion dans plusieurs domaines de performance prédéfinis. Ensuite, nous avons l'évaluation de la politique nationale d'évaluation. Donc, le Bénin dispose depuis 2012 d'une politique nationale d'évaluation. Donc, Twende Mbele a appuyé le BPAG pour l'évaluation de une évaluation qui est sensible aux gens de la politique nationale d'évaluation. Et ensuite, à la suite de cette évaluation, il y aura un plan d'action pour la politique nationale d'évaluation sur la période de 2019 à 2021. Et aussi, il va appuyer pour l'élaboration d'un guide
d'évaluation sensibles aux gens. Ensuite, il y a eu des programmes de formation organisés par Twende Mbele, notamment l'élaboration et la formation sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques basées sur les données probantes. Ensuite, il y a Twende Mbele participe à l'élaboration d'une stratégie de communication des résultats d'évaluation au Bénin. En dehors du Bénin, Twende Mbele est, bon, j'avais déjà dit que Twende Mbele est actuellement dans 3 pays de l'Afrique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Bénin, mais aussi pour les pays de l'UEMOA, comme le disait mon prédécesseur, il a déjà présenté dans l'UEMOA, on a des études d'évaluation qui sont faites dans les pays, mais actuellement, Twende Mbele veut s'engager avec le Niger dans les pays de l'UEMOA. Donc, je vous remercie. Merci. Très bien. Constatez avec nous que nous avons un défi majeur dans l'espace en ce qui concerne les systèmes, la mise en place, la solidification des systèmes nationaux d'évaluation et la conduite des études d'évaluation d'impact. Après cette présentation, ces 2 présentations, nous allons ouvrir les échanges. Et avant tout propos, on voudrait signaler la présence parmi nous ici à Cotonou et dans la salle de conférence du chef du bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale, M. Gounou Abdoulaye, que je voudrais particulièrement remercier pour son leadership à accompagner, à nous appuyer dans tout ce qui touche, tout ce qui participe à donner de la visibilité à l'évaluation, non seulement au Bénin, mais désormais aussi dans l'espace de l'UEMOA. Il nous accompagne en Côte d'Ivoire, Abidjan, au Burkina, au Togo. Et ce genre de leadership participe à renforcer les systèmes nationaux d'évaluation dans nos pays. Je voudrais donc saluer sa présence et son déplacement pour nous accompagner dans cette activité. Et donc, avant d'ouvrir le débat, je vais demander au directeur, au chef du bureau, M. Abdoulaye Gounou, de bien vouloir partager avec nous sa perspective, son analyse au regard des interactions qu'il a eues à travers le monde, mais également en regardant ce qui se passe chez nous dans l'UEMOA. Monsieur le directeur. Merci bien de m'associer à cet événement. Hier déjà, sur le campus de l'Université d'Abomey-Calavi, dans le cadre toujours des activités de la semaine locale, graduation, les étudiants en master en évaluation à l'ENAM, avec l'appui du réseau béninois de l'évaluation, a conduit un événement dans le même ordre d'idées, célébrer la semaine locale. Et donc, j'ai eu l'occasion et l'honneur d'être associé à cet événement par l'ENAM et le réseau béninois de l'évaluation pour présenter un peu le contexte global de l'évaluation au Bénin et dans la sous-région. Je suis heureux que, au niveau de ma propre structure, les 2 programmes de coopération que nous développons aient pris aussi l'initiative
animer quelque chose dans le cadre de cette semaine. Je constate que Ouassi et Tondembélé se sont organisés pour nous entretenir cet après-midi leur vision de l'évaluation au niveau du Bénin et dans la sous-région et les perspectives que les partenariats en évaluation ouvrent pour la dynamique de développement de l'évaluation dans le Bénin et en Afrique de l'Ouest. Alors, revenant à la question du coordonnateur, je voudrais dire tout simplement que la promotion de l'évaluation reste et, à mon avis, restera toujours un défi pour nos pays. Ça fait bientôt plus de 12 ans que nous essayons de promouvoir l'évaluation au niveau du Bénin. Ça n'est pas encore totalement parfait. Et quand on a reçu le rapport provisoire de la revue de littérature qui a été conduite dans le cadre du programme Ouassi, on s'est rendu compte que non seulement l'évaluation est un défi au niveau du Bénin, mais cela l'est encore davantage dans les 7 autres pays de l'Afrique de l'Ouest, disons de l'Afrique francophone de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Ouest n'est pas composée que de pays francophones, il y a d'autres pays, mais nous sommes focalisés sur les pays francophones. Alors, de 2000 à 2000, voilà, de 2000 à 2019, je peux vous dire que de 2000 à 2019, j'étais en train de faire une marche vers ce que les professionnels conviennent d'appeler le développement de la culture de l'évaluation. La culture de l'évaluation, je crois qu'une fois que c'est établi dans un pays, c'est le summum, c'est la fin du processus de développement de l'évaluation. Mais je peux vous dire qu'au Bénin, nous sommes encore très loin du développement de la culture de l'évaluation. En 2000, le gouvernement s'est engagé dans cette démarche avec ce qu'on appelait la GAR. Peut-être que vous avez entendu parler de ça une ou deux fois. La GAR, c'est la gestion axée sur les résultats. Et donc, c'est déjà un premier pas vers l'évaluation. Et donc, 7 ans plus tard, le gouvernement a décidé de formaliser un peu plus cette approche à travers l'institutionnalisation ou un début d'institutionnalisation de l'évaluation proprement dite, qui est aussi une façon de gérer au regard des résultats qu'on affiche. Et donc, après 2007, en 2012, nous nous sommes dotés d'une politique nationale de l'évaluation qui décrit le cadre institutionnel dans lequel l'évaluation peut et doit s'épanouir. Et donc, ce cadre a été défini à l'intérieur d'un document qu'on a appelé la politique nationale de l'évaluation. Et dans ce document, nous avons identifié tous les acteurs au niveau national que nous avons regroupés en de petits systèmes, donc qui travaillent pour la promotion de l'évaluation. Et nous avons défini un peu les rôles et les règles que chacun doit suivre pour permettre au pays de se développer sur cette thématique. Donc, en 2013, on a fait un autre pas encore en avant pour dire que maintenant, depuis l'UEMOA, il y a ce qu'on appelle la LOLF, qui est la loi de finances qui réglemente un peu la gestion
des finances publiques avec cette fois-ci un nouvel aspect en termes de rendre compte de la façon dont on utilise les ressources publiques. Donc, tout ceci s'enchaîne pour donner à l'évaluation une existence plus ou moins formelle et légale au niveau du pays. Et donc, nous aurions souhaité que l'évaluation devienne une préoccupation nationale. Donc, dans notre jargon, on parle de priorité nationale, l'évaluation. Mais l'évaluation n'est pas jusqu'à maintenant une priorité nationale. Si je vous rappelle un peu l'historique, en 2007, ce fut un seul ministère qui s'est préoccupé de l'évaluation. C'était le ministère du Développement et du Plan. Et ces préoccupations s'étaient focalisées autour des politiques, des programmes et des projets que mettait en œuvre ce ministère. Donc, c'est eux qui ont pris à bras le corps l'évaluation de ces programmes et de ces projets pour s'assurer que les programmes et les projets tels qu'ils étaient conçus au ministère du Développement du Plan atteignaient les objectifs et s'ils les atteignaient, de quelle façon atteignaient-ils ces objectifs et à quel coût ces projets et programmes arrivaient à afficher des résultats. Quelques années plus tard, on a essayé de faire adopter le principe par d'autres ministères. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement compte à peu près 22 ministères, mais je peux vous dire que sur les 22 ministères, il y a à peine 4 ou 5 qui se prêtent de façon naturelle à cet exercice d'évaluer leurs propres programmes et projets qu'ils mettent en œuvre. Donc, du coup, on est loin de faire de l'évaluation une priorité nationale. Mais avec ces 4 ou 5 ministères, nous nous félicitons de dire que ça devient de plus en plus une priorité gouvernementale. Parce que ce n'est plus un seul ministère, c'est passé à 2, 3, 4, 5 ministères. Bon, c'est bien, on fait notre petit bonhomme de chemin. Donc, ceux qui ne sont pas avec nous à l'international, nous disons qu'aujourd'hui, c'est une priorité gouvernementale parce qu'il y a plusieurs ministères qui s'occupent, qui s'intéressent à cette question. L'idéal aurait été que partout où les ressources publiques passent, cet exercice soit fait. Et donc, que ça se fasse au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la Cour constitutionnelle, auprès de toutes les institutions de la République qui reçoivent l'argent public, qui est l'argent de vous tous et de nous et de moi-même. Il faudrait que ceux à qui on confie nos ressources, lorsqu'ils les utilisent, ils puissent remonter l'information liée à l'utilisation de ces ressources-là. Bien. Mais c'est la première dimension de l'évaluation, la redevabilité, c'est-à-dire rendre compte de ce qu'on vous a remis pour utilisation. Donc, c'est la redevabilité. C'est le premier niveau de l'évaluation. Et donc, de plus en plus, il faut aller voir l'autre face de la médaille évaluation. L'autre face de la médaille évaluation, ce n'est pas pour rendre compte seulement qu'on fait l'évaluation. On fait l'évaluation de nos actes aussi pour apprendre à partir de nos actes. Est-ce que tel que nous nous sommes comportés hier et aujourd'hui, c'est si bien que nous sommes à l'aise de nous comporter de la même manière demain? C'est ça l'autre face de la médaille évaluation. Donc, la première, c'est de rendre compte dans un premier temps. Et maintenant, la deuxième phase, c'est de dire, ben, écoutez, est-ce que nous avons appris suffisamment? Bon, je ne dirai pas de nos erreurs. Hein? Est-ce que nous avons appris suffisamment de notre comportement d'hier et d'aujourd'hui pour être fiers de nous comporter de la même manière demain? Donc, ça, dans le jargon, on appelle cela l'apprentissage par l'évaluation. L'autre, c'est la redevabilité par l'évaluation, mais ce que je viens de dire là, c'est apprendre l'apprentissage par l'évaluation. Et c'est parce que nous avons développé plus la première face de la médaille que beaucoup de personnes sont réticentes à l'évaluation. Personne ne veut se faire évaluer. Même vous, les étudiants, vous refusez. Dès qu'on parle de l'évaluation, tout le monde pense qu'on veut sanctionner.
Non, l'évaluation, ce n'est pas pour sanctionner, c'est pour rendre compte. Un professeur est passé, il a passé un message. Après, il veut s'assurer que, donc c'est la redevabilité, il veut s'assurer que le message tel qu'il a passé, il a été bien reçu. Bien. Et la deuxième face de la médaille, pour nous, auditeurs et étudiants, c'est de dire, bon, écoutez, nous faisons cette évaluation pour nous assurer qu'on a bien appris. Tel que le professeur a expliqué, est-ce qu'on a compris pour continuer ou espérer réussir nos examens? Si nous n'avons pas bien compris, tel que le professeur a passé le message, eh bien, il faut qu'on se réveille par rapport à ça si effectivement on veut réussir les examens. Donc, il n'y a pas de sanction là. Ça nous réveille. On apprend. Alors, donc, ces deux dimensions, il ne faut pas l'oublier. Et nous, au niveau du bureau, c'est ce que nous essayons de faire. De notre expérience en 12 ans, nous pensons qu'il n'y a pas de promotion d'une fonction d'évaluation dans un pays de façon sérieuse et rigoureuse sans partenariat. Et donc, c'est pour ça que nous avons opté pour la construction de partenariats en évaluation. Alors, le premier à parler de WASI. WASI s'inscrit dans cette logique. C'est un partenariat en évaluation qui nous met en relation de travail avec 3yeux, qui est une ONG internationale, comme il le dit, qui a développé de façon pointue une expertise en évaluation d'impact. Alors là aussi, dans leur présentation, ils ont peut-être survolé, ils ne vous ont pas fait la dynamique. Ils ne vous ont pas fait la dynamique sur les différentes étapes ou les différentes formes d'évaluation qui conduisent à l'évaluation d'impact. L'évaluation d'impact est le summum, c'est la crème du processus. Et pour y arriver, il y a un chemin à parcourir. Et donc, le Bénin n'est pas encore arrivé à ce niveau. C'est maintenant que le Bénin tutoie ce niveau. Et donc, c'est pour ça, nous pensons que grâce à un partenariat avec 3yeux, le Bénin va y arriver. La deuxième communicatrice a parlé d'un autre programme de coopération que nous avons, qui est le Twendembele. Le Twendembele, le Bénin a pensé que un apprentissage par les pairs, c'est-à-dire aller regarder dans un pays voisin comment il se débat pour promouvoir l'évaluation, peut être enrichissant pour lui-même. Et donc, nous sommes rentrés dans cette relation avec l'Afrique du Sud, l'Ouganda, pour apprendre les uns et des autres. Et c'est ça qu'on vient de vous présenter. Donc, nous ne sommes pas encore au bout du processus, et c'est pour ça que je dis que c'est un défi. Il faut que le Bénin arrive un de ces 4 jours à élever l'évaluation au rang de priorité nationale lorsque toutes les structures qui utilisent les ressources publiques se prêtent à l'exercice pour soit la redevabilité ou soit pour l'apprentissage de la façon dont les ressources sont utilisées. Et donc, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on parlera du développement de la culture de l'évaluation. Et je terminerai pour dire que tout ce que je viens de dire n'est possible que lorsque, au niveau du pays, vous avez ce qu'on appelle un système national d'évaluation robuste. Et la robustesse se constate par le fait que, 1, vous avez l'expertise nationale, c'est-à-dire des gens comme vous sont capables de conduire des évaluations. 2, vous avez des outils appropriés, développés et qui existent, qui font leur chemin. 3, que vous avez des acheteurs de vos résultats, c'est-à-dire des décideurs, ceux que dans le jargon on appelle des policy makers. Donc, vous les avez, qui utilisent les résultats de vos réflexions et que, enfin, vous avez des politiques qui permettent d'améliorer les conditions de vie de la population. Donc,
à partir de ce moment-là, on peut dire que vous avez un bon système qui nourrit l'ensemble de tout ce que j'ai dit. Et voilà ce que je voudrais faire comme commentaire pour vous permettre aux auditeurs de poser des questions de compréhension ou de précision. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le directeur. Je pense que votre intervention vient nous illuminer davantage sur les grands axes, les composantes. Et à présent, nous allons ouvrir la section des questions. On va prendre les premières questions qui sont dans la salle, le temps de nous préparer pour les questions qui sont en ligne. Voilà, c'est parti. Questions, commentaires, vous pouvez vous inscrire. Oui, Monsieur Bonaventure. Okay. Qui d'autre veut s'inscrire? Marcos. Oui. Alapini. D'accord. On va donc prendre les trois intervenants qui sont dans la salle. Oui, Monsieur Bonaventure, présentez-vous brièvement pour qu'on vous connaisse et que ceux qui sont en ligne également puissent mieux vous connaître. Merci beaucoup. Moi, c'est Hervé Bonaventure Benaou. Je suis docteur en sociologie du développement. Je suis très intéressé par la question évaluative, notamment l'évaluation d'impact. J'ai eu à faire un certificat en évaluation d'impact. Donc, je suis là en tant que personne intéressée par la question évaluative, bien sûr. Je n'ai pas de question, j'ai un commentaire à faire à partir de ce que le directeur a dit tout à l'heure, qui est que dans notre pays, on confond généralement audit et évaluation. Ça fait que quand on entend tout de suite évaluation, on se dit, comme le directeur l'a dit, on vient pour sanctionner. Moi, je vais à un niveau plus bas, parce que le directeur, en parlant, a évoqué les ministères. Mais nous avons, depuis 2003, un système à double niveau, un niveau national et un niveau décentralisé. Et la question est encore plus criade au niveau décentralisé, où depuis 2003, on est en train de mettre en place et d'exécuter des politiques publiques locales. On s'intéresse très peu à savoir ce que ces politiques publiques locales produisent sur la vie des populations, qu'on a la responsabilité d'administrer. Aujourd'hui, les gens sont en train d'aller vers la revue des textes de loi sur la décentralisation. Si on revoit ces textes sans s'intéresser à la question de l'évaluation au niveau local, ça posera un problème. Parce que vous prenez un peu l'armature, l'arsenal au niveau local en termes de services d'organigramme, vous n'avez pas un service qui a à charge la question de suivi d'évaluation. Généralement, c'est fondu dans le service de développement local, qui a à charge mille et une choses à la fois. Et qui, c'est quand les PDC arrivent à échéance, qu'on s'intéresse à savoir qu'est-ce qu'on a posé comme brique, généralement. Et quand ça va continuer comme ça, on peut être sûr de passer à côté de l'essentiel. On aura des briques, mais on n'aura pas le développement. Et donc, c'était le commentaire que je voulais faire. Et c'est également réel par rapport à ce que le directeur a dit. Quand je prends un ministère comme l'agriculture, le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, on est en train de vouloir faire la promotion du développement par l'agriculture. Mais combien de programmes de ce ministère sont évalués? Très peu au Bénin. Et donc, on investit suffisamment de l'argent dans des projets et programmes au niveau national, mais en retour, en dehors de l'évaluation finale, qui contente plus ou moins les acteurs qui ont exécuté le projet, on ne s'intéresse pas de façon ex post, et même dans le cadre d'une évaluation d'impact, on ne s'intéresse pas à savoir si réellement les effets, les actions conduites ont produit des effets sur la vie des gens. Et donc, il faut, comme le directeur l'a dit, qu'on aille dans une culture évaluative. Mais la question, c'est comment faire porter cette culture-là par les gens. C'est la grande question. Quels sont les handicaps
quelles sont les choses qui nous empêchent vraiment d'aller à l'appropriation de la culture de l'évaluation. Voilà ce que je voulais dire brièvement par rapport à ce premier panel-là. Merci. Merci beaucoup, Dr. Bonaventure. Je vais inviter M. Marcos à partager avec nous sa perspective. Alors, moi, c'est le qui étudie en deuxième année en économétrie et statistique appliquée à l'université d'Abou-Calabi, précisément à la faculté des sciences économiques. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le fait que l'évaluation ne soit pas actuellement une priorité gouvernementale n'est pas dû à des raisons politiques? Si cela est le cas selon vous, alors est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait vraiment utile de faire passer l'évaluation au niveau de priorité gouvernementale? Quelles sont ces questions? Merci. Je vais demander à M. Alapini. Moi, c'est Axel Alapini, étudiant en économétrie statistique à la faculté des sciences et de gestion de l'université d'Abomey-Calabi. J'aimerais savoir en fait sur quels critères des études de travaux de recherche en matière d'évaluation d'impact sont prises en compte suivant les normes internationales. Et suivant les résultats que vous nous avez montrés, est-ce à dire que les différentes publications, les différentes thèses que font, c'est-à-dire des docteurs ou d'éminents professeurs de nos universités, ne sont pas assez pertinents en termes d'évaluation d'impact dans les différents domaines pris en compte? J'aimerais aller plus loin pour, un peu comme M. Bonaventure parlait de l'agriculture. On a aujourd'hui, en tout cas au Bénin, l'Institut ITA, qui normalement ne devrait pas seulement être un institut fondé sur de la recherche en matière d'agriculture, mais un institut qui devrait, en temps normal, faire de la recherche, mais également de l'évaluation d'impact. Est-ce que les instituts comme celui-là, dans le domaine de l'agriculture, jouent véritablement ce rôle-là d'évaluateur d'impact dans les différents domaines, agriculture, santé? Merci, M. Alapini. Nous avons, je vais rapidement faire le point ici, nous avons M. Bonaventure qui a fait un commentaire très important sur sa perspective des défis auxquels nous faisons face en matière d'évaluation au Bénin. Notamment, il a fait un peu le zoom sur des ministères tels que le ministère de l'Agriculture, mais également des réformes qui sont en cours dans le secteur de la décentralisation et a appelé à ne pas faire ces réformes sans donner une place considérable à l'évaluation. Et le participant Marcos Ismaël de la faculté des sciences économiques et de la gestion a voulu savoir si les raisons politiques ne justifient pas aujourd'hui le fait que nous n'avons pas encore l'évaluation définie comme une priorité nationale. Et de ma perspective, les raisons politiques s'observent dans tout ce qui rentre dans la gestion de la cité. Parce que les raisons politiques déterminent l'organisation, le fonctionnement même de la cité. Et donc, oui, certainement, les raisons ont leur influence. Mais ces influences ne sont pas que négatives, parce qu'il faut indiquer au Bénin, pendant que l'évaluation n'est pas encore nettement une priorité nationale, l'évaluation est quand même une priorité gouvernementale. Et comme l'a expliqué tout à l'heure le chef du bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale, on constate très clairement que l'évaluation est en train de gagner du momentum dans la manière dont elle est prise en charge par les gouvernements qui se sont succédés. Mais le défi reste qu'il n'y a pas que l'action gouvernementale. Nous avons également d'autres composantes
qui touchent notamment le Parlement, qui touchent notamment le pouvoir judiciaire, qui touchent aussi la presse. Ce sont, et sans oublier la société civile, ce sont là d'autres composantes de la cité qui travaillent ou ont besoin de travailler aussi plus à la promotion de la culture évaluative et également à financer les évaluations dans leur rigueur technique, plutôt que de se contenter essentiellement des évaluations d'ordre descriptif ou des évaluations finales et s'en arrêter là. Donc, votre perspective est partagée, mais il ne s'agit pas seulement du gouvernement. Par ailleurs, il y a le participant à l'APINI Axel qui a voulu savoir si les thèses et autres travaux de publication que les enseignants, les étudiants font, par exemple à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou et à d'autres universités, dans d'autres universités de l'UMOA, est-ce que ces travaux sont pris en compte dans les résultats qui ont été présentés par le programme Voici? Et la réponse que je donne ici de ma position de coordonnateur régional de ce programme est que toutes les fois où ces travaux ont été publiés ou mis en ligne par quelque canal, ces travaux ont dû être pris en compte. Cependant, nous avons aussi conscience aujourd'hui qu'il y a des travaux de très bonne qualité parfois, mais qui ne dépassent pas le seuil, je dirais, de l'entité dans laquelle ils sont produits. Ces travaux de recherche qui se limitent au rapport de thèse et puis ça s'arrête là. Malheureusement, nous n'avons pas encore le bon mécanisme pour aller retrouver ces littératures grises. Si ces littératures grises sont reversées quelque part en ligne, sur la toile, les efforts de recherche qu'on a fait ont permis quand même de toucher plus de 22 000 publications. Et quand nous disons publications, ce n'est pas seulement ce qui est dans les grands journaux comme Econometrica ou bien Journal of Development Effectiveness. Non, c'est tout ce qui est publié que nous prenons en compte. Mais si ce n'est pas publié, le défi reste là. Et j'allais inviter les étudiants qui sont en ligne, les chercheurs en ligne, mais également les participants en salle, à voir dans quelle mesure vous trouvez le canal par lequel vous mettez vos travaux en ligne. Quitte à continuer les efforts pour les publier dans des journaux à impact élevé, mais les reverser d'abord en ligne est fortement recommandé. À présent, je vais demander à ma collègue Nadège si elle a quelques mots à ajouter à ces différentes questions et commentaires avant que nous n'ouvrons, nous ne prenons en compte ce qu'on a, les questions et commentaires qu'on a mis. OK, je vais ajouter quelque chose par rapport à la question de Marcos, si le gouvernement ne fait pas de sa priorité les questions évaluatives à cause des raisons politiques. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel fait assez d'efforts pour l'utilisation dans le domaine de suivi et évaluation, notamment déjà l'institutionnalisation de l'évaluation déjà, et aussi actuellement, il y a la loi qui ordonne à ce que tout projet avant d'être exécuté soit associé de théorie de changement. Donc, c'est toujours une méthode pour voir si à la fin, le programme a pu atteindre ses objectifs et on saura exactement où est-ce qu'on va. Maintenant, si les difficultés qu'on a dans le domaine, c'est aussi peut-être parce qu'on manque de capacité. Combien de personnes on a au Bénin qui puissent réellement faire mener à terme des études évaluatives aujourd'hui. Donc, même si le gouvernement veut le faire, qui sont ceux qui sont disponibles pour le faire? Il ne suffit pas juste de faire une analyse descriptive pour dire que nous avons fait de l'évaluation. C'est des méthodes qu'il faut utiliser dès le début jusqu'à la fin et s'assurer que ces méthodes ont été vraiment bien appliquées. Donc, c'est là, bon, comme il y a des étudiants dans la classe, peut-être c'est aussi un domaine qui est très porteur, novateur aujourd'hui, auquel on peut s'intéresser
pour cette étude future. Donc, voilà un peu ce que je vais dire rapidement parce que je ne sais pas si le temps presse, il faudrait qu'on prenne aussi les questions. Merci beaucoup, Nadège. Oui, nous avons quelques questions et commentaires très intéressants en ligne. Il y a Madame Dia qui a indiqué que le programme WASSI, par ses résultats, a fait un effort majeur en termes de diagnostic, mais a aussi insisté un peu sur les limites, et les faiblesses de nos pays actuellement. Elle a voulu savoir un peu quels sont les atouts de l'UEMOA ou les atouts sur lesquels l'UEMOA peut s'appuyer afin d'inverser la tendance. Et de ce point de vue, il faut indiquer que l'UEMOA actuellement a quand même des atouts considérables. Déjà, depuis les résultats nous montrent que depuis 2008, il y a une bonne dynamique qui a commencé. Cette dynamique s'explique notamment par l'intérêt majeur porté à l'évaluation et à l'évaluation d'impact plus précisément à travers des programmes de formation universitaire. Nous savons aujourd'hui que African School of Economics fait ou propose des formations dans ce sens. Nous savons que au niveau de Dakar, il y a Clear Afrique francophone qui fait un travail considérable pour renforcer les capacités dans la sous-région, notamment dans les pays francophones. Nous savons aussi que à l'université d'Abomey-Calavi, il y a un master qui est ouvert en management et qui permet de former des étudiants sur les questions d'évaluation d'impact et donc d'évaluation et aussi d'évaluation au sens plus large. Ce sont là des atouts qui touchent les aspects liés au renforcement des capacités. Mais nous avons aussi des atouts institutionnels. Nous avons par exemple la Banque ouest africaine pour le développement, la commission de l'UEMOA qui finance aujourd'hui le programme WASSI et les pays de l'UEMOA qui ont signé par eux-mêmes leur adhésion au programme WASSI, ce qui témoigne d'un soutien ou d'une sensibilité politique et institutionnelle portée à l'intérieur de la sous-région. Ces atouts ont créé, je crois, un espace favorable à la promotion de la culture de l'évaluation et à la promotion des systèmes nationaux d'évaluation, des évaluations d'impact. Il reste que nous devons continuer les efforts, mobiliser les énergies intellectuelles, mais également mobiliser les ressources financières pour pouvoir transformer ces atouts-là en véritables outils pour atteindre les objectifs en matière d'évaluation. Outre la question de Madame Dia, nous avons aussi en ligne, Madame Dia a aussi posé une question sur Point Dembélé. Nous allons apporter la réponse dans un instant, mais on a aussi Monsieur Armand Degla, qui est assistant de recherche à l'IREP, et qui pose la question de savoir si nous pouvons dire quelques mots sur les décisions publiques qui ont été prises sur la base des résultats. Oui, les résultats d'évaluation d'impact tels que portés ou observés, publiés par WASSI actuellement sont préliminaires, mais les résultats présentés par exemple en Côte d'Ivoire ont participé à nourrir les réflexions dans ce pays où actuellement, ils sont en train de prendre les dispositions en vue de concevoir leur politique nationale de l'évaluation. En dehors de ça, la Côte d'Ivoire a aussi sollicité le Bénin à travers le programme WASSI en partenariat avec le Centre Clear Afrique francophone pour renforcer les capacités des cadres, des hauts fonctionnaires de l'État, notamment dans les 32 ministères du gouvernement ivoirien. Ce sont là les premiers résultats ou la prise en compte des premiers résultats. Mais nous continuons à rester très attentifs à ce qui va se passer par rapport à la prise en compte de ces résultats. Pour revenir rapidement à la question de Madame Dia sur Point Dembélé, je vais laisser ma collègue Nadège
Oui, voilà. Donc, je vais essayer de donner les critères essentiels pour bénéficier du programme Twende-Mbele. D'abord, il faudrait que le pays dispose d'un système, d'un système national d'évaluation et que dans le pays, qu'on produise des évaluations au moins 2 par an. Ensuite, que le pays dispose d'une politique nationale d'évaluation et que le gouvernement du pays soit disposé à financer le système national d'évaluation. Donc, voilà les critères pour bénéficier du programme Twende-Mbele. Vous pouvez toujours avoir plus de renseignements sur le site du programme. Oui, donc nous allons mettre le lien pour accéder au site du programme Twende-Mbele d'ici à là. Mais vous avez également, tout de suite, nous mettons en ligne le lien pour accéder au site de Troisieux où le programme WASI est également logé. Nous avons en ligne une autre question qui demande, c'est une question qui nous vient du Cameroun, de Nina Moudio, et c'est une question relative à Twende-Mbele. Et elle voudrait savoir, avez-vous fait un listing des entités? Ça, c'est Bruno Rouessou plutôt. Je crois que, voilà. Madame Nina demandait, voudrait savoir quelles sont les perspectives pour ce qui est de l'analyse des systèmes nationaux d'évaluation pour les pays de l'Afrique centrale et principalement le Cameroun dans le cadre du programme mené par Twende-Mbele. Et en attendant de répondre à cette question, il y a une deuxième question qui est de savoir quels sont les critères d'évaluation sur lesquels nous nous basons pour évaluer les politiques et programmes nationaux et surtout les évaluations d'impact. Parlant des critères, au niveau de l'évaluation d'impact, le critère majeur, c'est l'existence d'un contrefactuel au niveau technique. L'existence d'un contrefactuel, ça sous-entend que vous avez un groupe de contrôle et si vous n'êtes pas dans le cadre d'une randomisation, que vous avez quand même des données de référence. Enfin, elle a aussi demandé quels sont les systèmes de suivi de la mise en œuvre des recommandations qui sont formulées pour améliorer les systèmes nationaux d'évaluation. Je pense que ça, c'est une question formidable. Comment est-ce que nous suivons? Actuellement, avec l'appui de TRIAI, nous avons ce que nous appelons le Stakeholder Engagement Plan qui aide un peu à garder à faire une analyse des parties prenantes, à voir un peu, à garder le contact avec les parties prenantes et documenter progressivement ce qu'ils font des résultats issus de l'évaluation d'impact. C'est un système pareil que nous comptons nourrir pour le programme WASI et j'imagine le programme Twende-Mbele a également un système, mais l'on peut élaborer un peu plus sur ces aspects-là. Au regard du temps, nous allons passer à la question qui demandait un peu Twende-Mbele, Cameroun, Afrique centrale. OK. Twende-Mbele est à sa première phase, donc qui prend normalement fin d'ici mars 2019. Et donc, c'est sûr qu'il y aura, à partir de la deuxième phase, le programme va s'élargir encore aux pays de l'Afrique centrale. Actuellement, les pays qui sont en train de vouloir entrer dans le programme sont le Kenya, le Ghana et puis le Niger. Donc, c'est sûr que dès la deuxième phase, le programme va aussi s'élargir aux pays de l'Afrique centrale. Oui, le directeur voudrait ajouter quelque chose. C'est une dame qui a posé la question. Alors, nous vous remercions, madame, pour votre intérêt pour Twende-Mbele, dont je suis le président du conseil d'administration. Twende-Mbele ne se porte pas vers les pays. C'est les pays qui viennent à Twende-Mbele. Donc, une fois que vous avez entendu
parler de l'existence de Twendembele, c'est vous qui venez à notre porte et vous manifestez votre intérêt de devenir membre de l'organisation. Je souligne que c'est une organisation d'apprentissage par les pairs. Donc, si vous venez à Twendembele, vous venez avec quelque chose à offrir aux autres membres en termes de comment vous fonctionnez dans votre pays sur les questions d'évaluation, en termes de comment votre gouvernement se comporte pour promouvoir l'évaluation, etc., etc. Et donc, une fois que vous avez manifesté ce besoin d'appartenir à l'organisation, il est dépêché dans votre pays une mission exploratoire. C'est cette mission exploratoire qui va s'assurer que vous remplissez le minimum de critères pour que vous veniez vous embarquer sur le programme. Et donc, cette mission ira constater que dans votre pays, il existe effectivement un système national d'évaluation. Il va constater que, effectivement, vous avez peut-être une politique nationale d'évaluation, ou tout au moins une stratégie nationale de promotion de l'évaluation. Et qu'au niveau de votre pays, il y a une forte volonté politique, c'est-à-dire que le gouvernement est intéressé par des questions d'évaluation. Et cela se manifeste par soit des textes que le gouvernement aurait pris, soit des allocations budgétaires. Et donc, une fois que la mission exploratoire revient et dépose son rapport auprès du secrétariat général de Twendembele, eh bien, on pourra commencer par examiner votre candidature au programme. Merci beaucoup, directeur. Nous allons très rapidement prendre quelques 2 ou 3 autres questions. Il y a un collègue qui a fait un commentaire. Oui, c'est Madame Oumoul. Merci beaucoup pour votre participation. Je pense que sur le portage politique, il n'y a aucun doute que sans portage politique, cette mission d'évaluation ne saurait réussir. Et si je n'ai pas été bien compris, je voudrais insister et faire écho du fait que l'expérience de réussite de la culture évaluative dans les pays part d'abord du portage politique, du soutien de l'environnement politique, sans lequel rien n'est tout simplement possible. On ne peut pas créer les écoles, on ne peut pas introduire l'évaluation dans les curricula, on ne pourrait pas avoir des ressources allouées à l'évaluation, on ne pourrait pas prendre en compte les recommandations issues de l'évaluation, on ne pourrait même pas organiser les conférences et les grands débats autour de l'évaluation si tant est qu'il n'y a pas le portage politique. Ce sont là donc autant d'éléments qui nous rappellent tous la nécessité de travailler à la promotion de la prise en compte de l'évaluation au niveau de l'environnement politique. Un participant a aussi demandé quand est-ce que le rapport WASSI sera disponible. Actuellement, le rapport WASSI est en phase de revue et une fois que la revue est terminée, nous allons rendre ce rapport public et il pourra être accessible. Il faut indiquer que dans le processus de revue, il y a la revue par les experts, ensuite la revue par les pays avant que le rapport ne soit rendu public. Néanmoins, le partage des résultats préliminaires est un début de dissémination que nous avons commencé. Nous avons actuellement 5 minutes, ce qu'il nous reste pour clore les échanges. Nous allons prendre 1 ou 2 dernières questions. Ici, nous avons Romance Rompati du ministère en charge des Affaires sociales qui voudrait savoir si une véritable gestion axée sur les résultats ne garantit pas déjà un tant soit peu l'atteinte des résultats de nos différentes politiques, projets, programmes, etc. Et peut-on dire que la GA a été réellement implémentée au Bénin, notamment au niveau des ministères sectoriels? Si oui, quelles retombées? Quels sont les acquis de la politique nationale d'évaluation au Bénin? Cette dernière a-t-elle déjà été évaluée? Elle demande enfin quelles sont les dispositions en cours actuellement pour avoir
l'expertise nationale en matière d'évaluation en général et d'évaluation d'impact en particulier. En anglais, on dirait « those are great questions ». Ce sont là des questions formidables. Sachant qu'on a juste 5 minutes, je vais demander au directeur de bien vouloir partager avec nous quelques éléments de réponse. Merci pour cette question, M. Rumpati. La gare à elle seule ne suffit pas. Pour parler lorsqu'on est dans une dynamique d'analyse de résultats, la gare à elle seule ne suffit pas. Si vous étiez au début de cet entretien, vous auriez écouté que je parlais de la double face que l'évaluation présente. La gare n'a pas la dimension apprentissage. La gare n'a que la dimension résultat. Et même là, la gare, dans sa dimension résultat, ne permet pas l'analyse des résultats. Donc, on affiche les résultats, on ne s'intéresse pas aux différents axes d'appréciation que, dans notre jargon, on appelle les axes évaluatifs, notamment la pertinence, la performance, etc., l'efficacité, tout ce qu'il faut. Donc, la gare, c'est seulement l'efficacité, c'est-à-dire vous produisez des résultats. Alors, qu'est-ce que la politique nationale de l'évaluation a-t-elle produit comme résultat? Beaucoup de choses. La première, c'est de dire qu'avec la politique, nous avons un cadre institutionnel de l'évaluation où on connaît tous les acteurs, depuis les municipalités jusqu'au niveau central. Deuxième chose, nous avons un Conseil national de l'évaluation qui évalue comment appelle-t-on, le programme d'action du bureau de l'évaluation et donc apprécie et émet un avis sur les rapports d'évaluation pour le Conseil des ministres afin qu'ils prennent les décisions. Comme résultat aussi, la politique a produit au moins 12 évaluations de politique publique. Et les politiques publiques sont de deux ordres. Elles peuvent être nationales ou sectorielles. Alors, elles sont 12 et elles sont conduites dans presque tous les secteurs de développement du pays. En l'occurrence, la santé, l'agriculture, l'énergie, l'eau, etc. et même l'éducation. Donc, on a ces rapports. Troisième et dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en termes de production, il y a une base de données en ligne qui a été élaborée. Peut-être qu'on peut poster l'adresse de cette base. Et quand vous y allez sur cette base-là, vous avez l'ensemble des rapports d'évaluation dont je viens de parler. À la date d'aujourd'hui où nous sommes en train de parler, M. Rumpati, il y a 52 rapports d'évaluation qui sont postés et traités différemment en regard des différentes cibles. Il y a une fenêtre pour les étudiants, une fenêtre pour les chercheurs, une fenêtre pour les décideurs, une fenêtre pour ceux qui ont besoin de la totalité du rapport et la totalité de l'information. Donc, cette base est disponible et aujourd'hui, 25 autres évaluations sont en cours de traitement pour y être postées. Donc, c'est autant de choses qui ont été faites en matière de mise en œuvre de la politique nationale de l'évaluation. Et pour terminer sur votre question, vous avez demandé est-ce que cette politique a été évaluée pour qu'on sache où est-ce qu'on va avec. Elle est actuellement en cours d'évaluation, ce que nous avons appelé l'évaluation à mi-parcours de la politique nationale de l'évaluation. Et donc, les résultats qui vont en sortir nous permettront d'aiguillonner davantage les actions pour l'autre moitié qui lui reste pour sa mise en œuvre. Voilà ce que je peux dire rapidement pour ce qui concerne les préoccupations que vous avez soulevées sur la politique nationale de l'évaluation. Merci beaucoup, directeur. Je crois que cet échange nous enrichit tous et nous montre non seulement les défis, mais également les atouts et les opportunités qui s'offrent à nous dans l'espace UEMOA. Et le temps ayant ces contraintes auxquelles on doit se soumettre, je crois que tout doucement, nous sommes en train de venir à la fin de ce webinaire. Et nous allons donc inviter les deux présentateurs à partager avec nous leurs mots de fin avant qu'on ne clore la séance.
Nadège. Je pense que les échanges ont été très enrichissants. Je suis vraiment content de l'intérêt que les gens portent à la question évaluative. Et donc, le GLOCAL est vraiment une très bonne initiative. Je pense que c'est... OK. Merci beaucoup, Nadège. Pour ma part, je crois que nos pays dans l'espace de l'UEMOA réalisent les défis qui sont les nôtres. Nos politiques ont besoin de prendre davantage d'initiatives pour renforcer les systèmes nationaux d'évaluation quand cela existe ou participer à les mettre en place, à les construire. Les programmes tels que Twendembele, WASI, ainsi que d'autres initiatives dans la sous-région, notamment l'appui du Centre Clear Afrique francophone, sont autant d'institutions qui sont là pour accompagner et que l'on devrait également démultiplier. Pour finir, je voudrais remercier les participants du G-Local Evaluation pour cette initiative qui nous permet de partager avec le reste du monde ce que chacun fait dans son espace. À présent, au niveau du Bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale, le deuxième webinaire va se mettre en place dans quelques minutes et il portera sur la cartographie des résultats, des données probantes. Il sera animé par notre collègue Biomama et Dislaine Sossou. Et on voudrait inviter les participants en ligne à se joindre à nous. Et le lien pour avoir accès à ce webinaire est sur le site de 3IE. Nous vous remercions, chers participants ici en salle, chers participants en ligne. Merci beaucoup et rendez-vous dans quelques minutes. Merci, directeur.